Hmm. Alors, euh, le module management de la qualité, on l'avait divisé sur quatre volets. Euh, le- une compréhension de contexte et une introduction globale, c'est ce que nous avons fait la dernière fois, lundi dernier. Aujourd'hui, on va axer notre intervention sur le référentiel ISO 9001. Les deux prochaines séances, Inch'Allah, vont être axées sur deux sujets. Le premier, c'est le management des process et surtout l'approche risque. Et le deuxième, c'est la démarche de la mise en place d'un système de management de la qualité. Deux objectifs importants pour cette intervention et pour cette séance. Le premier objectif, c'est de comprendre l'état d'esprit et l'approche de la norme ISO 9001. En fait, la norme ISO 9001, il y a un état d'esprit derrière, il y a une approche, je dirais, très pragmatique, avec beaucoup de bon sens, qu'on va essayer d'explorer ensemble. Deuxième objectif, effectivement, c'est d'explorer les exigences de la norme ISO 9001 et de comprendre de quoi il s'agit exactement. Un petit rappel de la séance dernière, en fait lundi dernier, brièvement, nous avons bien en fait expliqué que le système de management de la qualité a passé rejoindre si tu veux pleine ta tête. J'ai compris. Euh, alors, le système management de qualité a fait une évolution depuis l'année 87 jusqu'à l'année 2015, et donc on avait expliqué un petit peu, je dirais, l'évolution d'une norme qui était axée sur les procédures, axée sur la conformité, vers une norme qui a évolué vers l'efficacité, vers l'approche process, vers l'approche risque. On avait parlé aussi des principes fondamentaux de la norme ISO 9001 ou de système management de la qualité. Euh, ces principes, en fait, il y a une logique derrière. Le premier principe, c'est que il faut qu'on est capable de gérer les relations avec les parties intéressées. On va explorer tout à l'heure les parties intéressées. Aussi, quand je parle d'explorer la relation avec les parties intéressées, c'est aussi définir ces parties intéressées, comprendre leurs besoins et gérer cette relation qui est importante. Bien évidemment, il y a le deuxième principe qui est le leadership. On parle de la vision, de la stratégie d'entreprise, de la capacité de dirigeants d'entreprise de s'engager dans une démarche qualité et d'assumer sa responsabilité et bien définir les objectifs en interne, afin bien évidemment de mobiliser le personnel, donc c'est le principe numéro 3, et l'implication du personnel. Où là, j'attire votre attention sur une liaison qui est très logique. On ne peut pas avoir de leadership si on ne peut pas plutôt avoir de l'implication personnelle si on n'a pas de leadership derrière. Donc, c'est le fait de donner l'exemple et que, bien évidemment, quand le dirigeant donne l'exemple et montre son engagement effectif par rapport à la démarche de management de la qualité, le personnel s'implique, je dirais, davantage d'une manière plus simple. Euh, Par la suite, on a un principe qui est important, qui est l'approche process, qui permet en fait de mettre en place une démarche de définition des process, que ce soit process métier, process stratégique ou process des activités support. Autour de ça, on a bien évidemment toutes les données et toutes les informations qui sont gérées dans le cadre de l'entreprise
et qui représente en fait une base de prise de décision, donc sur des preuves. Donc, généralement, la prise de décision doit être basée sur des preuves, sur des comment dirais-je, euh, basée sur des preuves, sur des données fiables, voilà, sur des données fiables. Par la suite, tout ça, on le fait pourquoi, Zama? Pour quelle raison? Quelle est la finalité derrière le leadership, l'implication de personnel, l'approche process, tous ces éléments qui viennent en amont, quelle est la finalité? C'est qu'on on assure derrière une satisfaction client. Donc le client, il doit être au centre de l'organisation. Donc tout le principe orientation client. Bien évidemment, il faut qu'on soit d'accord que la démarche qualité, je dirais, de principe fondamental, c'est l'amélioration continue. Donc, on peut pas vraiment prétendre de dire que qu'on va être parfait ou on cherche la perfection. La recherche de perfection, elle est permanente. Je précise que la recherche de la perfection, la recherche de l'excellence, elle est permanente. Mais l'amélioration aussi, elle est permanente. Et à chaque fois, il y a de l'amélioration. On va parler de redeming tout à l'heure, on va l'expliquer, je dirais, davantage. Voilà un petit peu voilà un peu les principes. Maintenant, pour introduire la norme ISO 9001 et expliquer davantage qu'est-ce qui a changé depuis l'année 2000 à 2015. Vraiment, qu'est-ce qui a changé? Il faut savoir que l'environnement a changé, les enjeux ont changé, les pratiques managériales ont changé. Tout simplement parce que derrière, il y a une évolution permanente de la réglementation. Les lois et la réglementation de 2000 ne sont pas les lois de la réglementation de 2015 et de 2010 et de 2020. Euh, Aujourd'hui, les entreprises, ils sont de plus en plus ouvertes vers l'international. Et donc, du coup, il y a plus d'exigences en termes des normes et des standards par, je dirais, les partenaires au niveau international. La concurrence qui devient de plus en plus accrue et donc euh, les entreprises doivent se différencier, doivent trouver des éléments différenciateurs et donc du coup ils doivent adopter des normes et des standards pour se différencier. Donc la démarche qualité, sincèrement, c'est une démarche qui permet à l'entreprise de s'inscrire dans une démarche de différenciation avec un système interne qui permet de mieux s'organiser, de mieux se rentrer vers le client, ainsi de suite. Aussi, l'évolution technologique. Le monde aujourd'hui devient un monde digital. Et donc, du coup, on peut pas, je dirais, se permettre de ne pas être en veille par rapport à cette tendance. Ce qui est important aussi, la mutation de la relation client. La mutation de la relation client, les clients deviennent de plus en plus exigeants, les clients ils deviennent de plus en plus citoyens et ils expriment d'autres attentes liées à l'écosystème. Et donc tout ça a fait que on doit réfléchir à une évolution des bonnes pratiques, une évolution de la norme. Alors maintenant, on va aller vers la norme ISO 9001 en tant que référentiel. Alors, c'est un référentiel, comme j'ai expliqué la séance, je dirais, dernière, c'est un référentiel qui est élaboré par un organisme international dont une centaine d'experts ont contribué dans l'élaboration de cette norme à travers plusieurs pays. Et donc, j'avais précisé que ce référentiel ISO 9001 version 2015 est venu suite à un cumul d'expériences et surtout un retour d'expérience terrain qui a justifié en fait cette évolution. Alors, la norme, elle est assez simple. Euh, euh, Elle est divisée de 10 chapitres. Donc, 10 chapitres. Le chapitre 1, 2, 3, c'est des chapitres introductifs.
notamment de domaine d'application de la norme, des références normatives relatives à cette norme, l'explication de quelques termes et définitions, parce que il faut savoir que aussi les termes et définitions sont standardisés, donc pour faciliter en fait le langage en interne, mais aussi pour parler le même langage. Lorsqu'on parle de des indicateurs de performance, on a la bonne définition. Lorsqu'on parle de process, on a la définition. Lorsqu'on parle de démarche qualité, on a la définition. Et donc du coup, c'est des termes et définitions qui sont standardisés. À partir de chapitre 4 jusqu'au chapitre 10, on commence à parler d'exigence. Ce qu'il faut expliquer par rapport à ça, c'est que la norme ISO 9001, adopter la norme ISO 9001, c'est une démarche volontaire. Ça veut dire la PME, donc en fait la PME ou la grande entreprise ou la multinationale qui choisit d'adopter la norme ISO 9001 comme un référentiel d'organisation en interne, c'est une démarche volontaire. Personne ne lui a imposé ce choix. Sauf dans quelques cas, où sincèrement il y a un donneur d'ordre. Ça veut dire dans certains secteurs, comme le secteur automobile par exemple, euh, les fournisseurs de Renault, on prend le cas de Renault, les fournisseurs de Renault, qui sont des sous-traitants qui fabriquent les câbles électriques, pour qu'ils fournissent ces produits à Renault, il est obligatoire qu'ils soient certifiés selon la norme spécifique à l'automobile qui s'appelle la ISO-TS 16945. La même chose pour les sous-traitants dans le secteur automobile, on parle de la norme ISO EN 9100. Aussi 9001, elle est exigée dans certains cas de donneurs d'ordre, comme aujourd'hui certaines entreprises, surtout les multinationales au niveau agroalimentaire, Nestlé par exemple ou Coca-Cola, ou Procter Gamble, pour travailler avec certains fournisseurs et ils mettent des critères de certification. Et donc, les fournisseurs, pour qu'ils réussissent à signer des contrats de collaboration avec ces multinationales, ils doivent être absolument certifiés. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a une pression de clients et donc, du coup, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, et donc il y a une obligation. Maintenant, une fois que la décision est prise et qu'on adopte cette norme ISO 9001, ça y est, on n'a plus de choix, ça devient, toutes les exigences qui sont à l'intérieur, ça devient une obligation. Alors, euh, chapitre 4, il parle de contexte de l'organisme, c'est-à-dire l'environnement de l'entreprise et à l'intérieur, il y a un ensemble d'exigences qu'on va explorer tout de suite. Chapitre 5, leadership. Chapitre 6, planification. Chapitre 7, support, donc toutes les activités support. Chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. Chapitre 9, évaluation des performances. Et le 10, c'est l'amélioration. En fait, si vous remarquez un peu l'enchaînement des chapitres, vous allez trouver qu'il y a un lien logique. Et ce lien logique, je vais vous l'expliquer d'une manière très, très simple. Alors, vous êtes en train de voir ici une roue de Deming. Alors, cette roue de Deming qui est avec une liaison avec la norme ISO 9001 version 2015. Alors, la roue de Deming, c'est une roue qui permet en fait de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Et Deming, qui a inventé cet outil, a divisé la roue en 4 volets. Un premier volet qui est de la planification. Donc, quel que soit notre projet, quelle que soit notre démarche, il y a un volet important de la planification et de la préparation. Et à mon sens, c'est le volet le plus important
parce que plus que on planifie bien nos objectifs, puisqu'on planifie bien nos actions, puisqu'on définit bien nos besoins et on prépare tout ce qu'il nous faut pour réussir notre projet, puisqu'on augmente la chance de la réussite de projet. Le deuxième volet de la re de Deming, c'est le faire, do, et donc réaliser et mettre en œuvre tous les objectifs qui ont été définis et les actions qui ont été définies dans le volet plan, donc plan do. Après, il y a un volet qui s'appelle le check. Le check, c'est contrôler les résultats atteints. Est-ce que ça correspond aux objectifs qui ont été définis? C'est vérifier les actions qui ont été entreprises et mises en place sur le terrain. Est-ce que ça a donné les résultats qu'on a définis préalablement? Donc là, on parle de l'efficacité. Là, à ce moment-là, on parle de l'efficacité. Donc l'efficacité par rapport aux objectifs, l'efficacité aussi de plan d'action qui a été défini. Après, on a le dernier volet qui est agir. Donc agir, c'est de dire quelle capitalisation de cette expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Donc, vraiment ce qu'on appelle le top, les bonnes choses qui ont été bien maîtrisées, bien réalisées, bien faites. Et alors, qu'est-ce que j'ai raté? Donc, maintenant, tout ce que j'ai bien fait, et donc il y a une capitalisation. Donc, il faut que je revienne pour faire une standardisation dans mon système à travers la cale. Vous êtes en train de regarder la cale avec la couleur verte, système dans mon système. C'est là où je vais standardiser. Par contre, les objectifs qui n'ont pas été atteints, les actions qui n'ont pas été efficaces, je vais faire quoi? Je vais analyser où est-ce qu'il y a le problème. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas atteint l'objectif? Il y a une erreur quelque part. J'ai raté quelque chose. Et donc, l'analyse qu'on appelle l'analyse de cause, l'analyse de problème, l'analyse de la problématique est très importante pour définir d'autres actions et encore une fois, redémarrer la roue. Parce que cette roue, dans l'entreprise, ne s'arrête jamais. C'est une roue qui est dynamique, qui est permanente, c'est à travers cette roue qu'on est à la recherche de l'excellence, je dirais, excellence opérationnelle d'une manière permanente. Alors maintenant, par rapport à la norme ISO 9001, qu'est-ce qu'il y a dans la planification? Alors vous allez remarquer qu'il y a 4 chapitres dans la planification. Il y a le chapitre contexte de l'entreprise, il y a le chapitre leadership et engagement de la direction, et il y a le chapitre planification, et il y a le chapitre support. Donc ça se voit très rapidement que la planification prend 50% des exigences de la norme rien qu'au niveau de planification. Dans la réalisation, il y a un seul chapitre qui s'appelle la réalisation des activités opérationnelles. Dans le check, il y a le chapitre 9 qui s'appelle l'évaluation des performances. Et par la suite, il y a l'action, agir, c'est le chapitre 10 qui est amélioration. Donc, on comprend que la norme, l'esprit de la norme est conçu et l'architecture de la norme est faite sur une dynamique d'amélioration à travers une roue de demi. Et c'est très très important de comprendre cet état d'esprit et cette approche. Très bien. Alors, si on va aller vers le chapitre 4, alors qu'est-ce qui dit le chapitre 4? Le contexte de l'organisme. C'est assez simple. Avant de définir les objectifs de projet et de définir les objectifs de notre système de management de la qualité, d'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel l'entreprise agit. Il faut comprendre l'environnement de l'entreprise et en déduire ce qu'on appelle les enjeux. Alors, les enjeux, que ce soit les enjeux internes ou que ce soit les enjeux externes. Et également, analyser les parties intéressées. Il faut qu'on comprenne quelles sont les parties intéressées. شكون هما هذه les parties intéressées؟ شنو واقع عندنا dans notre environnement
qu'est-ce qu'ils font nos concurrents, quelles sont les nouvelles technologies, qu'est-ce qui fait de ma réussite actuelle, qu'est-ce qui fait ma différence aujourd'hui. Euh, et donc, il y a un ensemble de questions qui doivent être posées, auxquelles on doit trouver des réponses. Et cette analyse doit être, je dirais, liée à la finalité et à la mission et à la vision stratégique de l'entreprise. Donc, euh, les enjeux, c'est pour ça qu'on dit des enjeux stratégiques. Pourquoi? C'est un enjeu qui a un impact direct sur ma mission, sur ma stratégie. Et donc, l'impact, il est important, l'impact, il est stratégique. Donc, c'est un chapitre qui est important, qui permet de faire une analyse et une compréhension de contexte. Ce que je signale qu'à chaque fois, je vais vous parler des outils. Donc, comment on peut répondre à cette exigence et comment on peut répondre à cette obligation de la norme ISO 9001 version 2015. Alors, je pense que tout le monde connaît la norme, tout le monde connaît l'analyse SWOT. Donc, SWOT, c'est connu, c'est un outil qui permet de définir nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est un outil qui permet de faire une petite analyse 360 degrés, que ce soit en interne ou en externe. En interne, je me pose des questions par rapport à mes forces et donc je dois bien les définir. Et aussi mes faiblesses, je dois bien les cerner. C'est un exercice généralement qu'on fait sur un workshop avec les dirigeants d'entreprise. Donc, on fait un atelier de travail. On invite le directeur général de l'entreprise avec son staff de management. On peut aller à N-1, N-2, plus qu'on peut élargir le scope et faire intervenir plus de monde, plus que c'est intéressant. Parce que on a besoin des idées, on a besoin de plusieurs perceptions et même la perception et l'avis de l'opérateur qui est dans la ligne de production, parce qu'il a aussi son avis, il a son point à partager. Et donc autour de cet exercice, on va se poser des questions pour dire alors quelles sont nos forces? Qu'est-ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est les meilleurs, qu'on est le leader, qu'on a le meilleur produit? Qu'est-ce qui fait de nous par rapport à notre capital humain, de nos compétences, notre savoir-faire? Donc, une analyse vraiment transverse 360 degrés. Mais aussi, qu'est-ce qui fait un blocage en termes d'évolution et de d'évolution et de progression? Qu'est-ce qui nous freine, donc nos faiblesses, nos points faibles. Et par la suite, on va aller vers l'extérieur pour dire, alors, par rapport au marché et par rapport à notre domaine d'expertise, euh, quelles sont les opportunités sur lesquelles on peut, euh, euh, les opportunités qu'on peut saisir. Et donc, sur la partie réglementaire, sur la partie marché local, marché à l'international, diversification en termes de produits. euh, et donc là, on en parle des opportunités, que ce soit horizontales que verticales. Alors, quand on parle de horizontal, ça veut dire j'ai un produit A, je peux faire de la diversification tout en restant sur le même domaine d'activité, mais j'ai développé des manières horizontales. Je vais chercher d'autres clients, d'autres marchés, que ce soit au niveau local ou à l'international. Mais également, dans le marché, il y a des menaces. Donc, il faut que je définisse mes menaces à travers et je peux éventuellement croiser l'outil SWOT avec l'outil de Pestel. Pestel, c'est sur plan, je peux dire sur plan politique, sur plan économique, sur plan social, sur plan technologique, sur plan environnemental et sur plan légal. Et donc, ça, c'est des repères de questionnement qui me permettent de cadrer mes forces, mes faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est un exercice qui est très important, très intéressant, qui permet de bien maîtriser, bien connaître le contexte, je dirais, de l'entreprise.
Tout ça parce que on veut tirer derrière les enjeux. Et les enjeux, ça représente deux choses. Soit ça représente des risques ou des opportunités. Et c'est ça, en fait, l'atterrissage auquel on veut arriver par rapport au système management de qualité, c'est de définir ces risques, de définir ces opportunités à travers cette analyse de contexte. Alors, deuxième point dans le chapitre 4, qui est l'analyse des parties intéressées et de comprendre les parties intéressées. Alors, dans l'ancienne version en 2008, on parlait pas de parties intéressées. C'est quelque chose vraiment de nouveau. Et donc, on va positionner l'entreprise, euh, on va mettre l'entreprise au milieu et on va dire, alors, quelles sont l'ensemble des parties intéressées qui entourent cette entreprise auquel il y a il y a un lien, il y a un besoin. Alors, il faut savoir que on peut étaler une liste euh, très longue des parties intéressées. Par contre, la norme, elle est très précise. Il te dit, euh, il faut identifier les attentes des parties intéressées pertinentes. Et donc là, on revient à la notion de la pertinence. Ça veut dire la pertinence, c'est le niveau de l'impact de cette partie intéressée sur le fonctionnement de l'entreprise, sur le business. Et donc, du coup, nous avons ce qu'on appelle des parties intéressées internes et des parties intéressées externes. Alors, généralement, les parties intéressées internes sont d'office pertinentes parce que ils sont à l'intérieur de l'entreprise et donc ils sont une partie prenante dans les projets de l'entreprise. Et là, je parle des actionnaires en premier lieu. Les actionnaires sont des parties intéressées. Et c'est tout à fait pertinent parce que c'est eux qui mettent de l'argent pour le développement et tout ce qui est investissement. Et c'est eux qui ont derrière la création la création de l'entreprise et aussi derrière le développement de l'entreprise. Et ces actionnaires sont une partie prenante et ils ont des besoins. Euh, les salariés, c'est une partie intéressée, pertinente. Le capital humain de l'entreprise, on est bien d'accord qui est le cœur de l'entreprise. Imaginer on peut pas imaginer, on peut pas imaginer une entreprise euh, sans capital humain. Ça c'est pas, je dirais, possible. Aussi, ils ont des attentes. En interne aussi, si l'entreprise dépasse les 50 personnes et donc il y a un syndicat à l'intérieur, si c'est le cas, donc le syndicat c'est une partie intéressée et ils ont des attentes. Et dès qu'on sort à l'extérieur, on a première partie intéressée, c'est les clients d'abord. Donc les clients, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Tous les fournisseurs, euh, l'État, c'est une partie intéressée et il a des attentes envers l'entreprise. D'accord. Et on peut s'étaler à d'autres associatifs, tout organisme qui a un lien avec l'entreprise. Alors je vais citer quelques exemples rapides sans s'étaler là-dessus. Alors, actionnaire, il a besoin de quoi? C'est quoi les attentes des actionnaires? Alors, l'actionnaire, puisqu'il a investi de l'argent, et donc, ses attentes, c'est quoi? C'est de maintenir la valeur de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, il a investi et il continue à investir pour développer son entreprise, parce qu'il veut que dans les 20 ans, dans les 15 ans, 10 ans, il faut que l'entreprise évolue en sa valeur. Si aujourd'hui l'entreprise coûte 2 milliards de dirhams, donc il faut que dans 10 ans, elle doit coûter 4 milliards de dirhams. Voilà. Aussi, il y a un actionnaire, il met de l'argent, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, une fois que l'entreprise, bien évidemment, elle tire des bénéfices, donc légalement, il doit prendre ce qu'on appelle les dividendes. Donc, les retours sur investissement, des dividendes par rapport à ses actions. Prenons le cas des salariés. Alors, salariés, les capitaux humains, il a des besoins, bien évidemment, il faut que ça soit identifié. Exemple, le,
il y a des besoins basiques, bien évidemment, des rémunérations qui doivent être en cohérence avec le marché, que ça soit vraiment équitable. Mais avec mon retour d'expérience, je peux vous dire une des attentes qui reviennent d'une manière récurrente lorsqu'on fait une étude, lorsqu'on fait une enquête, c'est que le salarié a besoin de la reconnaissance. A besoin de la reconnaissance, a besoin d'évoluer dans l'entreprise et montrer qu'il est un acteur majeur dans le développement de l'entreprise. Je donne un dernier cas, l'État. L'État, par exemple, c'est une partie intéressée. Alors l'État, on peut la décortiquer en plusieurs, je dirais, volets. Euh, il y a l'aspect réglementaire lié au métier, c'est-à-dire je suis dans l'agroalimentaire, donc je dois respecter certains normes réglementaires de l'agroalimentaire. Et donc là, il y a l'ANSA et le ministère de l'Industrie. Euh, il y a l'ANSA, par exemple, qui est une partie prenante et qui veille à ce que les entreprises agroalimentaires respectent la réglementation en vigueur. Il y a le volet, je dirais, fiscal. Aujourd'hui, les impôts, il faut que ça soit que l'entreprise respecte la déclaration fiscale d'une manière transparente, d'une manière et paye ses impôts d'une manière dans le délai. Voilà. Donc, l'idée, c'est de définir les besoins et de dire comment je vais prendre en charge ces besoins des parties intéressées dans le cadre de mon système. Et donc, c'est un autre travail, un autre processus à mettre en place dans ce sens. Euh, Toujours dans le chapitre 4, il y a une grande, une exigence qui est très importante, qui parle de la définition de périmètre, la définition de domaine d'activité de mon système de management de la qualité. La question, c'est de dire, où est-ce que je veux mettre mon système de management? Il faut définir, parce que on peut trouver dans une entreprise plusieurs gammes de produits, plusieurs lignes de production. Et donc, le choix de périmètre et le choix des processus à certifier et derrière, il y a une mise en place d'un système de management de qualité, tout dépend de l'entreprise. Je peux dire un choix de la direction générale. Alors, mon domaine d'application, c'est l'ensemble de mes activités et tous mes produits. Donc là, c'est vraiment global. D'accord? Ou je vais dire non, je vais choisir un périmètre, un domaine d'application bien précis. Je vais donner un exemple. Si on prend aujourd'hui la banque, ils ont une gamme de produits et de services énorme pour les entreprises que pour les particuliers que pour les TPE. Rien que pour les entreprises, il y a énormément de services. La gestion de compte, le transfert à l'international, tout ce qui est import-export, beaucoup de prestations. Et vu la masse et vu l'enjeu, c'est difficile de dire allez, je vais certifier l'ensemble et mettre en place un système qualité dans l'ensemble de domaines, dans l'ensemble des activités de la banque. C'est un peu délicat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire allez, on va choisir un périmètre. Et donc, je vais choisir par exemple la prestation monétique. Je vais prendre le processus qui va permettre de délivrer de l'argent à travers les guichets dans toutes les agences de la banque et je vais mettre en place un système de management de qualité dans ce process. C'est une monétique. Ou je vais dire non, peut-être l'enjeu il est plus à l'international, donc je vais mettre en place une démarche qualité dans le processus des opérations à l'international. Et là, toutes les opérations qui sont des virements, l'international ou autres prestations à l'international. Donc du coup, on définit le scope. C'est très important de définir le scope, de définir le périmètre. Où est-ce que je vais agir? C'est à travers ce périmètre que je vais par la suite définir ce qu'on appelle la cartographie des process. Et là, c'est vraiment une exigence très importante, primordiale, un livrable très important, c'est de définir la cartographie. La cartographie des processus, c'est une carte à travers laquelle on va visualiser
euh, tout, toute l'organisation de l'entreprise et tous les process. Alors, vous êtes en train de voir un modèle de cartographie. Alors, tout ce qui est en bleu, c'est les processus métiers. Et ça représente en fait les process qui ont été décidés ou l'activité qui a été décidée pour sa certification ou pour la mise en place d'une démarche qualité. Tout ce qui est en vert, c'est les processus support. Alors, toutes les activités support. Alors, généralement, les processus support, c'est les processus qui sont là pour mettre à la disposition de l'entreprise des ressources, que ce soit matérielles, financières, euh, ou informatique. Donc généralement c'est le process système d'information parce que c'est un process support qui permet de mettre en place toute la partie digitalisation des process en interne, euh, la maintenance et l'entretien des postes informatiques au sein de l'entreprise. On a aussi le processus ressources humaines qui va être là en tant que support pour assurer la mise à disposition des compétences, que ce soit à travers la formation ou à travers le recrutement. Système d'information, pardon, je l'ai cité tout à l'heure, processus gestion des infrastructures. Alors tout ce qui est infrastructure, que ce soit matériel, bâtiment, moyens généraux et ainsi de suite. Ce qui est en orange, en haut, c'est les processus de pilotage. Alors, quand je dis processus de pilotage, c'est les processus de la stratégie de l'entreprise. Et donc, euh, on va définir en fonction. Et là aussi, on élabore un atelier avec la direction et les pilotes, le management, on définit cette cartographie de processus avec une analyse qu'on appelle de chaîne de valeur, avec une analyse d'organisation et en prenant en compte les enjeux pour bien définir la cartographie. Alors en amont, on a le client qui exprime l'exigence et en aval, on a le client qui reçoit, qui consomme le produit ou le service et qui doit exprimer une satisfaction. Good. Sur la partie processus, je vais pas m'attarder beaucoup parce que la prochaine séance, Inch'Allah, on va entrer en profondeur dans les process. Alors, il faut dire que après avoir défini la cartographie des processus, on doit décliner ce qu'on appelle l'architecture documentaire d'un système management qualité. Ça veut dire quel est c'est à travers là on va concevoir l'aspect documentaire. Parce que il faut dire que la qualité, c'est aussi de dire, c'est une affaire de formalisation, formalisation des process, formalisation des procédures de travail, formalisation de l'organisation de travail, formalisation de tous les dispositifs qui vont nous permettre d'assurer trois choses. Le premier, c'est la maîtrise de ce qu'on fait. Deuxième, la première chose, c'est la maîtrise de ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est les moyens de contrôle pour contrôler que nous faisons bien les choses. La troisième des choses, c'est les dispositifs de pilotage à travers bien évidemment des process, à travers des procédures, à travers des instructions, à travers aussi même des formulaires. Brièvement, process, c'est un dispositif qui permet de définir par quoi il démarre un process, par quoi il termine, quelles sont les activités, quels sont les moyens de maîtrise. Et donc, on parle de quoi? On parle de l'aspect dynamique de la chose, un processus de système d'information, processus de achat, comment on achète, consultation fournisseur, définition de besoins, sélection de fournisseurs, passation de la commande. On est en train de définir les activités. Par quoi ça démarre? Ça démarre par une expression de besoin. J'ai besoin d'acheter un ordinateur. Alors, définition de besoin. Quel type d'ordinateur? Quelles caractéristiques? Très bien. Choix de fournisseur. Alors, consultation. 1, 2, 3, 4. Quels sont les critères sur lesquels vous êtes basé pour définir votre choix? Critères de qualité, de prix, d'engagement, de service. Très très bien. Par la suite, je passe la commande. Alors, comment je vais passer la commande? Et à la fin, je vais évaluer est-ce que le fournisseur a été à la hauteur par rapport à mes attentes. Ça, c'est le processus. Input, expression de besoin, validation de besoin. Output, c'est le produit et le service conforme aux besoins.
Voilà, on a cerné le process. Maintenant, la procédure, c'est de dire comment je vais faire, quelle est la méthode qui va me permettre de réaliser mon process. Procédure, sélection de fournisseurs. Donc, au sein de mon process achat, je vais aller dans la sélection fournisseur et je vais mettre en place une procédure. Voilà comment on fait la sélection de fournisseurs. On définit les règles de dire, euh, toutes, tous les achats doivent passer par minimum une consultation de 3 fournisseurs ou un contrat cadre via un appel d'offres. Très bien. On définit les règles je dirais, des critères de choix. Alors, c'est des critères paramétrés pour définir le choix. Et par la suite, les règles de validation de commande. Qui a le droit de valider un bon de commande achat à 10 000 dirhams? Celui qui a plus de 50 000, celui qui a plus de 1 million de dirhams. Et donc, on définit les règles, ce qu'on appelle les règles de gouvernance en termes de décision d'achat. Formulaire. Alors, formulaire, c'est simple, c'est de garder la traçabilité. Dans la partie sélection de fournisseurs, je mets en place une procédure et pour le choix de fournisseurs, je vais mettre en place un tableau de critères de sélection. Ce tableau, c'est un formulaire qui a une finalité bien définie, c'est la traçabilité. 5e chapitre, c'est le leadership. Et donc, le leadership, c'est l'engagement de la direction générale. Et c'est très important à travers cette norme qui précise et qui assume et qui pousse, la direction générale d'assumer ses responsabilités à travers la mise à disposition des ressources et à travers la communication sur son système. L'orientation client. La direction doit prendre en compte comment en interne vulgarise la culture client, vulgarise l'orientation client, que tout le monde travaille pour le client. Mais aussi sur la partie organisation, on doit définir les rôles, les responsabilités et les autorités. Alors dans le basique des choses, chaque entreprise il a un organigramme, c'est très très bien. Dans l'organigramme, on doit bien décliner ce qu'on appelle des fiches de fonction qui définit les responsabilités et les rôles de chaque personne dans l'entreprise, de chaque poste dans l'entreprise. Et par la suite, les autorités. Alors, autorité, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la prise de décision. Planification, c'est un chapitre qui est très important parce qu'à travers ce chapitre qu'on planifie nos objectifs. Et donc, du coup, suite aux résultats de l'analyse des enjeux, suite à ce que nous avons défini comme enjeu, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle notre stratégie. Quelles sont nos orientations stratégiques? Nos orientations stratégiques qui sont formalisées dans une politique, ce qu'on appelle la politique qualité. Et là, s'il vous plaît, j'attire votre attention sur un point très important. Par retour d'expérience, j'ai pas mal visité des entreprises PME et je trouve des politiques qualité qui sont, je dirais, standards. Généralement, une politique qualité de l'entreprise A qui ressemble à une entreprise de entreprise B. Et j'étais toujours un peu frustré, déçu quelque part, parce qu'une politique qualité qui représente le cadre des objectifs de management qualité doivent être en cohérence avec la vision de l'entreprise, avec les orientations de l'entreprise. Quelle est notre vision? Où est-ce qu'on veut y aller dans les 5 prochaines années? À travers les enjeux internes et externes et les risques et les opportunités que nous avons définis, ça doit être une réflexion profonde pour dire quelle stratégie on va adopter. Qu'est-ce qu'on veut développer? Quelles sont les priorités? D'accord? Donc c'est à ce moment-là qu'on va définir nos objectifs qualité. Et ça, c'est un chapitre qui est très important dans le cadre de notre, je dirais, système. Et c'est pour ça qu'on parle de l'anticipation. L'anticipation sur les risques, l'anticipation sur les opportunités. C'est maintenant que je vais anticiper sur mes risques. Et non pas, je vais subir les risques. Alors, chapitre 7,
C'est un chapitre qui parle des activités support. Alors, les activités support, c'est des activités qu'on parle du personnel, des infrastructures, de l'environnement de travail et toute la partie ressources. Donc, c'est vraiment une définition des processus support, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des infrastructures. Alors, ce qui est important de ressources humaines, je vais citer deux, trois petits points par volet, c'est la compétence et s'assurer que nous avons une cohérence entre les compétences requises et les compétences acquises. Les compétences requises, ça veut dire ce qui est nécessaire pour accomplir ses missions, ses responsabilités d'entreprise, et les compétences acquises, ça veut dire ce qui est acquis réellement par la personne qui occupe le poste. C'est très important. Autour d'une organisation, autour d'une l'infrastructure. Il y a deux mots, fiabilité et disponibilité. Il faut que toute l'infrastructure en interne dans l'entreprise soit fiable, soit disponible pour que les process de réalisation ont les moyens pour assurer leur fonction, ont les moyens pour délivrer des résultats et délivrer, fabriquer le produit ou le définir ou délivrer le service. L'environnement, bien évidemment, c'est une analyse qui se fait d'une manière très pointue dans l'entreprise pour dire est-ce que dans les postes critiques dans l'entreprise, est-ce qu'on a l'environnement favorable, que ce soit relatif à la poussière, à l'humidité, au bruit. Il y a de la réglementation, il y a des lois qui parlent de la sonorisation. Dans une zone de production, il y a on peut pas dépasser plus de 80, je m'appelle très bien 90 décibels, sinon il y a un problème. Donc du coup, on fait appel à des moyens de protection. La poussière, la lumière, et ainsi. D'accord? Donc c'est un chapitre qui parle de l'ensemble des activités support. Voilà, j'en ai parlé sur. Alors, il y a aussi un exigence très important dans le chapitre 7, c'est la maîtrise des informations documentées. Alors, la maîtrise des informations documentées, c'est c'est le fait de définir toute la documentation nécessaire au fonctionnement de l'entreprise selon l'architecture euh, que nous avons définie dans le slide précédent. Et donc, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise des informations documentées et ce qu'on appelle la maîtrise des informations à conserver. Alors, dans la maîtrise des informations documentées, c'est des informations à documenter dans l'entreprise et qu'on doit définir une procédure derrière. Alors, comment on va gérer l'ensemble des informations? Alors, comment on va créer une procédure? Qui a l'autorité de valider une procédure? Comment on assure la diffusion et la communication de procédures? Comment on peut, je dirais, rattraper et récupérer les informations documentées qui sont, je dirais, périmées? D'accord? Comment s'assurer de la pertinence de l'information qui est dans le document? Et généralement, pourquoi ça s'appelle information documentée? Moi, euh, je peux te dire que la nomination d'information documentée est très intelligente. Parce que au départ, c'était procédure ou instruction. Alors aujourd'hui, une procédure, c'est quoi? C'est tout simplement un support de l'information. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche pas la procédure achat. Non, je cherche l'information qui va me permettre comment réaliser mon achat. Et donc, c'est pour ça que l'information, ça veut dire, c'est de dire quelle est l'information dont j'ai besoin et je dois documenter. Quelle est l'information dont j'ai besoin et que je dois conserver. Donc, la maîtrise est faite à travers le responsable qualité que normalement consolide toutes les informations documentées des procédures, des instructions et des process. Chaque document porte un code et une référence avec une date de rédaction, une date d'approbation et une version. Et c'est lui qui est responsable de la mise à jour de cette documentation là, et qui est responsable que l'ensemble des informations qui sont diffusées sont les bonnes informations pertinentes à jour. Le risque, c'est quoi? C'est que parfois, on s'amuse à ne pas maîtriser ça et donc on se retrouve avec certaines informations documentées ou certaines procédures, certaines instructions qui sont périmées.
Nous avons changé notre manière de faire les choses. Et s'il y a une nouvelle recrue, il va entrer, il va trouver une procédure qui est périmée, il va appliquer celle qui n'est pas à jour. Et donc, c'est un risque. Surtout dans la ligne de production où il y a des consignes et des paramétrages précis. Si on fait augmenter juste un paramètre ou là on le fait descendre, on peut toucher la conformité de produit. La réalisation des activités opérationnelles. Alors, la réalisation des activités opérationnelles, c'est un chapitre qui est important, qui contient, je dirais, un ensemble, je dirais, d'exigences, que ce soit sur la planification. Alors, la planification, c'est de dire comment vous allez réaliser votre produit depuis la définition de besoin jusqu'à la sortie de produit. Ça veut dire vraiment ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Et c'est là où on parle de l'expertise de l'entreprise, de savoir-faire, qui doit être formalisé, sous forme d'un process, sous forme d'un mode opératoire. Quand je dis un mode opératoire, c'est la définition des opérations d'une manière détaillée, d'une manière précise, sur tout le déroulement, je dirais, de process. Bien évidemment, il y a un point très important, c'est de bien maîtriser l'exigence client, à travers, bien évidemment, un cahier de charge bien défini, à travers, je dirais, des exigences claires. Et derrière, on a ce qu'on appelle le bureau d'études ou en amont le support commercial qui valide derrière que l'exigence exprimée par le client est celle qu'on a la capacité de produire éventuellement. On va rappeler dans la première séance, on a parlé de la capacité. Bien évidemment, pour certaines entreprises qui font ce qu'on appelle de la conception et développement, ça veut dire ils n'ont pas un produit standard, mais ils font de la conception, ils font de développement à travers, je dirais, un besoin qui peut être fabriqué sur mesure. Et donc derrière, il y a une conception. Il y a un bureau d'études qui travaille sur l'élaboration de cahiers de charges, qu'on appelle le cahier de prescription spéciale. Et il y a tout un processus de conception et développement. Bien évidemment, une fois que c'est défini, il faut qu'on maîtrise ce qu'on appelle la production et prestation de services à travers depuis le bon de commande client jusqu'à la fabrication de produits ou là la définition de services. Dans ce processus-là, il faut qu'on assure derrière la maîtrise des non-conformités. Alors, un produit ou un service non conforme veut dire c'est un produit, un service qui ne correspond pas à ce qui est demandé aux exigences clients, c'est clair, ou qui ne correspond pas aux exigences réglementaires. C'est très important de le signaler parce qu'on a l'exigence client, mais on a aussi l'exigence réglementaire et on a ce qu'on appelle l'exigence interne, nos exigences internes, auxquelles on doit absolument y répondre. Dans le process, on doit mettre en place ce qu'on appelle un protocole de contrôle, ou ce qu'on appelle un plan de contrôle pendant toute la chaîne de production, selon ce qu'on appelle les critères de conformité de produit, avec ce qu'on appelle les tolérances de conformité. D'accord? Donc, je donne un exemple. La fabrication d'une bouteille de l'eau minérale, il a un ensemble de caractéristiques en termes de la qualité de la matière, en termes des composantes du bouchon, en termes de diamètre, je dirais de schéma et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on ait un processus de production qui est capable de transformer les cahiers de charges de clients à travers les dimensionnements et les qualités intrinsèques de produits qui est la bouteille de l'eau minérale depuis la définition de besoin jusqu'à la fabrication, je dirais, de produits. Et donc, du coup, on doit assurer un contrôle pendant la production pour s'assurer que le produit est conforme.
S'il n'y a pas de conforme, s'il n'est pas conforme, il faut qu'on assure un traitement, ce qu'on appelle le traitement de non-conformité. Et donc, du coup, c'est le traitement de non-conformité. Ça veut dire, je dois assurer, soit je fais une dérogation, soit je fais un recyclage de produits, soit je fais carrément, je le qualifie comme un rebut. C'est très important. Alors, chapitre numéro 9, qui est, alors il y a un monsieur qui s'appelle Bonsoir monsieur, comment peut-on faire si on est engagé dans la certification en 9001, conscient des risques est bien identifié, mais les moyens ne permettent pas de le corriger ou le budget. Ok. Je vais vous répondre tout à l'heure, Mariam Samadi. Je pense, oui, Zineb 85 décibels. Voilà, à peu près. Voilà, merci beaucoup. Chapitre 9, qui est l'évaluation des performances. Alors, l'évaluation des performances, tout ce que nous avons défini en amont dans le chapitre 4, qui est la compréhension de contexte, la définition des enjeux, la définition des objectifs, de la stratégie, la réalisation à travers le processus suite, qui est les activités opérationnelles, ça génère des résultats. Des résultats de combien de produits ça a été fabriqué, des résultats, combien de produits conformes par rapport aux produits fabriqués, des résultats sur le chiffre d'affaires, des résultats en termes de marge, des résultats en termes de rentabilité, des résultats en termes d'optimisation sur les achats et le respect des achats. Euh, et en fait, chaque processus derrière, il a des objectifs. Et donc, il y a un ensemble de résultats ces résultats représentent en fait l'output de tous les process et l'output de système de manière globale. Il faut qu'on évalue ces résultats. Il faut qu'on évalue les performances. Alors, il y a une différence entre l'efficacité et la performance. L'efficacité, c'est de dire quels sont les objectifs que j'ai définis en amont et je vais la comparer avec les résultats. Et est-ce qu'on est bon ou pas? C'est simple. Alors la performance, c'est la valeur des résultats qui va me permettre de dire qui est ma capacité de délivrer. Alors si je donne un exemple, moi j'ai une capacité de production de 10 000 bouteilles d'eau minérale par heure. D'accord? Ça c'est une capacité théorique. Maintenant, quand je démarre mon processus, je vais évaluer le résultat. Je vais dire, je vais trouver que j'ai pu fabriquer 11 000 bouteilles par heure. C'est une, alors je suis plus que efficace, c'est-à-dire j'ai dépassé l'objectif théorique, et donc du coup, je vais comprendre comment le process a la capacité de définir, de fabriquer, pardon, 11 000. Et donc du coup, dans ma planification, je prends en considération cette performance. Autre exemple, mon processus est capable de délivrer 98% de produits conformes. Ça veut dire j'ai 2% de non-conformité dans ma chaîne de production. Encore une fois, dans la réalité des choses, j'ai un objectif de 2%, mais dans le process, ça a délivré 3%. Donc, je ne suis pas efficace parce que j'ai pas atteint l'objectif, mais ma performance actuelle est de 3%. Et donc, du coup, je dois travailler sur ça pour aller vers le chapitre 10, qui est l'amélioration, pour fixer et travailler sur les non-conformités et assurer une dynamique d'amélioration continue, que ce soit à travers plusieurs outils, que ce soit l'audit interne ou d'autres moyens. S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'il y a un moyen pour recevoir ces étapes au chapitre de votre présentation en fin de la qualité? Ça me paraît très intéressant et simplifié. Avec plaisir, je peux vous l'envoyer. Euh, Vous pouvez par la suite consulter la page YouTube de Khairta. Vous allez trouver cette présentation dans la page YouTube de Khairta. Enfin, je tiens à vous remercier. Je vais finir par ce dernier slide. Euh, Avec encore une fois la dynamique d'amélioration. Dans tout projet de la mise en place d'un système à localité, je démarre par un état des lieux, un diagnostic, avec une définition d'objectifs, c'est-à-dire je veux faire quoi et quand, comment, en définition un plan d'action. Tout ça doit être mis en œuvre sur le terrain à travers un comité de pilotage et un comité d'exécution pour
un suivi d'une manière régulière sur l'avancement des plans d'action, le niveau d'atteinte des objectifs, avec ce qu'on appelle une capitalisation et une généralisation pour valider le système avec des moyens qui sont les tableaux de bord, les indicateurs de suivi. Merci beaucoup pour votre intérêt. J'ai vu pas mal de messages. Merci pour votre intérêt. Très ravi de partager avec vous